touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. MC Hammer, quand les pionniers se trompent, le train de la haine qui a détruit sa carrière. Personne n'a jamais dit que ce serait facile. Le rôle de pionnier s'accompagne de nombreuses responsabilités. Être le premier à faire quelque chose peut être un véritable défi étant donné toutes les nuances. Le manque de soutien, personne à blâmer ou rien sur lequel s'appuyer si les choses ne se passent pas comme prévu. À une époque où MC Hammer aurait dû bénéficier de tout le soutien, il a été sans cesse ridiculisé et rabaissé par ses collègues rappeurs qui voulaient plus que tout que le rappeur Too Legit to Quit retire les 3 premiers mots de cette chanson spécifique. Ses mouvements exagérés, sa garde-robe extravagante et ses chansons accrocheuses lui ont permis d'enregistrer l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Il était assis au sommet de ses millions, mais malheureusement, toute cette richesse s'est envolée sous ses pieds, tout comme sa réputation. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de MC Hammer. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le moment est venu pour Hammer de briller. Qui aurait pensé qu'un pantalon de parachute serait considéré comme un élément de base de la culture pop pour des décennies à venir, tout ça grâce à un morceau de danse up-tempo et un clip excentrique. Lorsque Hammer a donné le coup d'envoi de la décennie avec son titre phare You Can't Touch This, tout le monde s'est déhanché dessus. À une époque où le hip-hop était plus exclusif que le Studio 54, les artistes devaient se démarquer s'ils voulaient vraiment faire partie de l'histoire du hip-hop. Bien que MC Hammer ait concocté la formule parfaite pour accroître sa notoriété, le mélange ne convient pas aux meilleurs vendeurs du genre ni aux rappeurs clandestins. Nous voyons aujourd'hui des artistes qui font ce que Hammer a été réprimandé pour avoir fait dans le passé, et qui sont néanmoins applaudis, mais pour Hammer, son mélange de rap et de grand public était un énorme obstacle pour les plus grandes têtes du rap qui l'ont déprécié au point de le rendre insignifiant. De la misère à la richesse, puis à nouveau à la misère, MC Hammer ou Stanley Burrell savait qu'il était destiné à travailler dans le domaine de la création. C'est sur le parking du Coliseum d'Oakland qu'il a eu un avant-goût de l'entrepreneuriat en vendant des balles de baseball perdues. Le divertissement dans les parcs clandestins figurait également sur son hypothétique CV, où Stanley, alors âgé de 11 ans, montrait souvent ses talents de danseur énergique accompagné d'un beatboxer inconnu. Lorsque le propriétaire de l'équipe Oakland Athletics l'a repéré en plein live, il a pris le jeune Hammer à bras-le-corps et lui a offert un poste de batteur de l'équipe, qui sera plus tard confié à son jeune frère Louis, Stanley devenant le jeune assistant et informateur de l'équipe. Ce serait Reggie Jackson, membre de l'équipe, ainsi que Pedro Garcia, des Brewers de Milwaukee, qui aurait donné à Stanley le surnom de Hammer en raison de sa ressemblance avec le joueur de baseball professionnel Hank Aaron, dont le surnom était The Hammer. Après avoir servi dans l'équipe pendant quelques années, Hammer a formé son propre groupe de rap chrétien appelé The Holy Ghost Boys. Le groupe connaît un succès exceptionnel, mais Stanley en veut plus et décide de se lancer dans une carrière solo. Il se produit dans de petites salles où il présente souvent ses talents dans l'espoir d'être découvert. La découverte étant stagnante, il prend sur lui de lancer son propre label indépendant, Busted Productions, après avoir emprunté $20 000 aux anciens joueurs de baseball des Oakland Athletics, Mike Davis et Dwayne Murphy. À ce moment-là, le jeune Hammer n'avait plus rien de nouveau à faire, il vendait des disques dans le coffre de sa voiture pour financer ses 100 employés de l'époque qui l'aidaient à commercialiser de manière appropriée et excessive. L'acharnement a fini par payer et il a été signé par Ogden Records via son propre label qui s'appelait désormais Boston Records. En 1986, son premier album Feel My Power, distribué par City Hall Records, s'est vendu à environ 60 000 exemplaires. Des singles comme Ring Them ont été modérément diffusés à la radio grâce à son marketing de rue avec l'aide de sa femme Stephanie et sont devenus des succès de danse dans les clubs. Le titre suivant, Let's Get It Started, a suscité un certain engouement, c'est le moins que l'on puisse dire grâce à son appel audacieux à des rappeurs de la côte Est comme LL Cool J, Doug E. Fresh et DJ Run. 7 jours par semaine, les répétitions se succèdent et Hammer obtient sa plus grande chance. C'est lors d'une performance dans une boîte de nuit d'Oakland qu'il est repéré par un directeur artistique qui lui offre un contrat de plusieurs albums avec Capitol Records. Rééditant son premier disque sous le nom de Capitol, son premier album devient multiplatine et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais Hammer n'est pas entièrement satisfait de son son. C'est alors que s'opère la métamorphose musicale qu'il va subir en passant à une signature plus pop-rap pour laquelle les grands noms du rap ne sont pas là.
Ses chorégraphies enjouées lors de ses spectacles sont très appréciées du grand public. En donnant tout sur scène à chaque fois, sa popularité ne cesse de grimper, mais le respect qu'il avait obtenu de ses pairs du rap commence à diminuer progressivement. Tout cela n'était que du bruit pour Hammer, qui savait ce que les gens voulaient. Quelque chose de différent, qui s'éloigne du style traditionnel du rap, plus acceptable. Son troisième album et deuxième plus grand succès en studio, Please Hammer Don't Hurt Them, a donné naissance au verre d'oreille You Can't Touch This, qui a fait ce qu'aucun autre artiste de hip-hop n'avait fait auparavant et que moins d'une poignée d'entre eux ont été capables d'imiter, même jusqu'à aujourd'hui. L'album s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Please Hammer Don't Hurt Them est devenu le premier album hip-hop à atteindre le statut de diamant et est devenu l'un des albums de hip-hop les plus vendus de tous les temps en restant numéro 1 du Billboard Hot 200 pendant 21 semaines. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Hammer n'était pas un one-hit wonder, mais son plus grand succès, l'échantillonnage de Super Freak de Rick James, a vu tous ses autres succès éclipsés par la longévité et le rythme entraînant de You Can't Touch This, qui n'était touché par aucun titre hip-hop ou même pop à l'époque, parodié, repris et utilisé dans de nombreuses bandes originales de films, émissions et publicités. Tout le monde était accroché. Enfin, sauf les rappeurs qui avaient quelques mots de choix pour Hammer. Tupac Shakur est l'un des nombreux rappeurs à avoir fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec Hammer en tant que personne ou en tant que label. Déterrant une cassette d'un jeune Shakur émoussé, il mentionne comment MC a dilué et ruiné le hip-hop à lui tout seul. Je ne m'en prends pas à Hammer, il a vendu 10 millions de disques, mais les drogués ont acheté 10 millions de pierres, et ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut rien dire du tout. Je suis d'accord avec lui parce que c'est un frère et qu'il fait son travail, mais cependant il détruit le rap. Tupac n'était pas le seul à avoir des choses à dire à Hammer. Des rappeurs comme Ice Cube, Eminem, LL Cool J, Q-Tip, qui a déclaré « Le rap, c'est pas de la pop, si tu l'appelles comme ça, alors arrête » sur son morceau Check the Rhyme, et Digital Underground qui est allé jusqu'à mettre une photo de Hammer à l'intérieur de son album Sex Packet tout en le qualifiant de clochard. Moqué par des groupes de rap tels que Soul Bass, The Doc, DJ Brands et bien d'autres, la méthode de Hammer consistant à échantillonner des chansons déjà populaires, combinée à la répétitivité de ses paroles et à son image soignée, a également suscité des réactions chez d'autres rappeurs. Cependant, selon le rappeur Ice-T, ce sentiment n'était rien d'autre que de la jalousie pure et dure. Au moment de la sortie de son quatrième album, Too Legit to Quit, Hammer a officiellement supprimé le MC de son nom de scène et s'est assuré de répondre aux détracteurs de la musique ainsi qu'aux rumeurs concernant ses problèmes financiers. L'album s'est classé dans le top 5 du Billboard Hot 200 et a donné naissance au tube Adam's Grove qui figure sur la bande originale du film La famille Adams. Ne nous méprenons pas, Hammer avait toujours le soutien de nombreux artistes, dont beaucoup ont participé à son clip Too Legit to Quit, classé comme l'un des clips les plus chers jamais réalisés. Cher, oui. Le plus nul, oui aussi, d'après les sondages réalisés par les fans sur des chaînes comme MTV. Les gestes de la main Too Legit to Quit sont cependant devenus une tendance de danse populaire. Au début de l'année 1992, alors qu'il entame une tournée de haut niveau avec ses plus de 200 employés, il fait appel aux Boyz II Men pour sa première partie. La tournée, dans la plus pure tradition de Hammer, est un véritable succès, mais malheureusement elle sera écourtée en raison du motif même pour lequel les gens lui en veulent, des problèmes financiers. Si vous pensiez que plus de 200 membres d'équipe c'était beaucoup, alors financez-les en même temps que les biens matériels, dont un manoir de 12 millions de dollars qu'il rénovera plus tard pour 30 millions, un parking de 17 voitures, une piste de bowling, un terrain de basketball, un terrain de baseball, un studio d'enregistrement, une salle de cinéma, des cours de tennis et 2 piscines, l'une ayant la forme de son pantalon marteau. Oh, vous pensiez que c'était fini? Les sols en marbre italien, les plaques dorées, les jets privés, les chevaux de course, les statues et tout le shebang avaient absorbé une grande partie de sa fortune. Il vivait à fond au jour le jour, profitant de la gloire et de la richesse, mais n'a pas réussi à les placer dans de bonnes mains. Après avoir joué les loups de Wall Street et son dernier album ne s'étant pas vendu comme les précédents en raison de son éloignement de l'image pop-rap pour laquelle il était connu, il a déposé le bilan moins d'une décennie plus tard en vendant son manoir de rêve pour une fraction seulement de ce qu'il avait acheté à l'origine avant de revenir à ses racines gospel et de devenir prédicateur en animant le programme ministériel chrétien MC Hammer and Friends. Bien qu'il se soit attaqué publiquement à sa jugulaire à la télévision nationale, Hammer a signé chez Death Row Records en 1995 alors que Tupac dominait non seulement le label mais aussi la scène rap.
C'est à ce moment-là que les deux hommes enterrent la hache de guerre, créant ainsi un lien commercial et une amitié encore meilleure. Tupac a écrit la chanson Unconditional Love ainsi que de nombreuses autres chansons pour le premier album de Hammer, Death Row, qui n'a jamais vu le jour. Cette vieille querelle a peut-être tourné au clash, mais après des années d'albums d'inspiration militaire et caritative, MC Hammer s'en est pris à nul autre que lui-même. Après que Jay-Z l'ait insulté dans le morceau So Appalled de Swizz Beatz et Kenny, MC Hammer a mis tout le monde sur le pont et s'est rendu sur son Twitter pour déclarer que Jay-Z était l'antéchrist. Le couplet de Jay-Z, contrairement à Hammer 30 millions ne peuvent pas me faire de mal, n'était pas du tout du goût de Monsieur Burrell qui avait juré à ses millions d'adeptes qu'il pouvait prouver que Jay-Z vénérait le diable. Lorsque Jay-Z a appris la nouvelle, il a été surpris et a déclaré aux auditeurs qu'il ne savait pas que les problèmes financiers de Hammer n'étaient pas sur la table, mais qu'il n'y avait aucune rancune de sa part. Bien que ses problèmes financiers aient été traînés dans la boue plus qu'une Jeep Wrangler, Hammer n'était pas fauché. Il a fourni au cinéaste Justin Lin les fonds pour son film Better Luck Tomorrow après lui avoir envoyé le scénario uniquement parce qu'il voulait aider un autre créateur. Quelque chose d'habituel pour lui car il a fait ça tout au long de sa carrière. Il y avait quasiment autant de personnes qui appréciaient ce que faisait Hammer que de personnes qui ne l'appréciaient pas. Et Michael Jackson lui-même en fait partie. Bien qu'il ait vendu plus de 50 millions de disques, gagné plusieurs Grammys, vendu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, créé son propre dessin animé ainsi qu'un tas de produits dérivés et de jouets, et rendu les pantalons de parachute à la mode, Hammer n'a malheureusement pas été en mesure de capitaliser sur sa nouvelle célébrité pour une multitude de raisons. Le fait qu'il ne soit pas respecté ni soutenu par ses pairs en est une, et le dépôt de bilan en est une autre. Mais vendre ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En effet, les rappeurs qui avaient quelque chose à dire étaient les mêmes que ceux qui étudiaient son manuel de jeu. Il a non seulement employé, nourri et aidé les membres de sa propre communauté d'Oakland, mais il est également resté fidèle à lui-même, ce qui, heureusement pour lui, l'a mené plus loin que n'importe quel gadget. Le même gars qui a été découvert en train de vendre des balles perdues et de vivre dans un parking à l'extérieur du Colisée d'Oakland. Un amoureux de Dieu, hyperactif, danseur extravagant et showman, qui n'était pas seulement un grand homme d'affaires, mais un mentor et un ami encore plus grand. Quand les pionniers échouent uniquement parce que les autres n'ont pas pensé à faire ce que vous avez fait en premier, c'est plutôt ça. Pensez-vous que MC Hammer a mérité le retour de bâton ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!